Deux amis se rendent à tour de rôle l'un chez l'autre pour découvrir les objets culturels posés sur l'étagère. Et donc la télé filme ça, sauf qu'il y a quelqu'un qui, pendant qu'il chante, qui commence à dégouliner de sang, enfin c'est un truc qui est trash quoi. Et quand ils essaient de filmer les autres, ils font la gueule. Voilà, on s'est fait arnaquer avec les cartes, tu vois. Le rock'n'roll, il est où? Ah, il est là. Ah bah non, c'est Jack Lang. Si Bob Marley n'avait pas existé, ça ne l'aurait pas empêché de boulotter des bons steaks frites. Et 83, c'est la dernière meilleure année. 84, c'est la bascule. 85, c'est la fin du monde. Voilà. Ouais, ça synthétise aussi ce qui se passe quand on vieillit avec cette musique de jeunes. Bien sûr, mais de nouveau, tu pourras trouver un autre truc de nouveau pas propre au moment où ton vieux truc pas propre est devenu propre, si tu me suis, etc., quoi. Ouais, mais alors justement, là, c'est plus un problème de vieux qu'un problème de jeune, tu vois. Enfin... Et alors là, sur le coup, ça m'a fait un effet, oh là là, mais attends, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Et en fait, c'est génial. C'est le constat de quelqu'un qui reste amoureux de la musique jusqu'au bout. Alors, épisode d'aujourd'hui, on est chez Yann et on est dans ce qu'on peut appeler principalement la discothèque. Ouais, c'est mon bureau en fait, mais c'est là qu'il y a les disques. Mais c'est là où il y a beaucoup de disques. Ouais. Il y a encore quelques livres et tout, mais on va dire que il y a un mur, un très grand mur, au moins de 33 tours déjà. Ouais, mais en fait on va pas chercher un disque. Ah oui, je vois. On va chercher quelque chose que tu connais. Que tu m'as offert. Voilà, je sais pourquoi tu le connais. Et ben, je vais le décrire, ouais. Et là, effectivement, je vois que tu as mis quand même quelques petits post-it de couleur parce que... Alors, c'est un gros volume. Alors, c'est un livre en taille, c'est un livre de poche. Ouais. En quantité... En page, on peut le dire, c'est énorme, c'est quasiment 1000 pages. Et c'est Culture jeune, l'épopée du rock de Benoît Sabatier. Ouais. Aux éditions Pluriel. Alors aux éditions Pluriel, en fait... C'est vrai, parce que moi, celle que tu m'as offert, c'était pas cette édition, peut-être si. Mais c'était une poche aussi? Je sais pas. Oui. Mais en tout cas, à l'origine, c'est sorti chez Nathan. Ça sort en 2007 chez Nathan. Ah ouais, non. Et ça, c'est la réédition poche en 2011. D'accord. Chez Pluriel, qui est en fait la collection de poche de Fayard. Je précise, c'était avant que Fayard soit une maison d'édition spécialisée dans les auteurs fachos. Je pense qu'ils ne le sortiront plus, celui-là. Ils vont plus le retirer. Ouais, je sais pas, je connais pas la couleur politique de Benoît Sabatier, mais j'ai le doute qu'il soit copain avec les nouveaux auteurs Fayard. Bon, cette parenthèse mise à part, ouais, c'est un gros volume, hein, donc quasiment 1000 pages. Avec un titre un peu passe-partout. D'ailleurs, c'est pas le titre d'origine quand il est sorti la première fois. Le livre s'appelait Soyons jeunes, soyons fiers. Et c'est tiré de Taxi Girl, en fait. Soyons jeunes, soyons fiers. C'est important. Ça aura son importance, oui. On va en parler. Il a été renommé, je comprends un peu pourquoi, parce que en fait, Culture jeune, même si c'est vraiment pas un titre très joli, ça correspond bien quand même à ceux dont ça parle. On va détailler Mais en fait, c'est un livre, c'est vrai, très particulier, donc c'est vrai que pour le coup, lui trouver un bon titre est je pense peut-être assez compliqué. Et c'est vrai que quand même, je me souvenais plus que le premier titre était issu un peu d'un texte de Taxi Girl. Et c'est vrai qu'à la réécoute, je préfère peut-être la version Taxi Girl, mais en même temps, c'est vrai que je comprends que ça a été retitré Culture jeune. Alors après, l'important aussi, c'est quand même un peu l'épopée du rock, quoi. Ouais.
Et même ça, Mais bon. on va en discuter de tout ça. L'épopée du rock, oui et non, quoi. Enfin, Oui, non. Pour plusieurs raisons. Mais, C'est pour ça que c'est dur. ouais, c'est en tout cas, un bouquin, toi tu l'as lu aussi, ça t'a intéressé, ça t'a plu. Ah oui. Ouais. Alors, je t'avoue que maintenant, c'est vrai que j'en ai un souvenir beaucoup plus vague, c'est-à-dire que j'aurais du mal à en parler dans le détail, même s'il y a un truc, effectivement, qu'on a déjà un petit peu évoqué, qui me reste en tête. Mais à la lecture, j'ai trouvé ça génial. Quand tu me l'as offert, je me disais, ah ouais, tiens, bon. Et en fait, au fur et à mesure des pages, il se dégage un truc de ce livre qui est unique, je crois. Ouais. Moi, j'ai pas rencontré souvent. C'est un petit peu pareil. J'y suis tombé par hasard, toujours pareil, chez un bouquiniste. Le truc est là, dans le rayon musique, un peu, enfin, livre autour de la musique. Bon, tu feuillettes un peu. En plus, alors je vais être honnête, moi, Benoît Sabatier, je ne le connaissais pas. En fait, nous le connaissions tous les deux, puisque c'est un journaliste rock qui est encore journaliste rock, même s'il est passé à autre chose, et on va en parler aussi aujourd'hui. Mais il continue à écrire des chroniques de rock, mais à un moment, ça a été sa principale occupation. Et il a été rédacteur en chef de Technicart. Alors, Technicart, ni toi ni moi ne l'avons vraiment lu, ce magazine. Quelques numéros, mais au début. Mais c'était pas... Moi, ça n'a pas joué en faveur du fait que je l'achète, parce que peut-être à tort, parce que je connais très mal la revue, mais ce que j'en ai lu, ça me semblait très, comment dire, un peu snob, quoi, très branchouille, voilà. Et il a été aussi, parce qu'il était donc co-rédacteur en chef de Technicart, et il a été rédacteur dans Les Inrecuptibles à la bonne période. C'est-à-dire quand c'était encore bimensuel ou mensuel, enfin dans les années 90, quoi. Avant que ça devienne un hebdomadaire un peu branchouille aussi. Ouais, branchouille, il a toujours un peu été, parce qu'ils avaient des choix quand même très très précis et tout ça. Mais après, moi, il y avait ce côté un petit peu Télérama de la nouvelle génération, là. Et puis, moins surprenant, surtout. C'est surtout ça, c'est que nous, quand on a commencé, enfin, quand cette revue est arrivée, je crois qu'on a déjà parlé dans un autre épisode de l'étagère, tout d'un coup, il parlait d'une musique et qu'on aimait, dont les autres parlaient pas trop, et qu'on connaissait pas, et quand on les a découverts, enfin, la plupart des groupes, des artistes dont il parlait, beaucoup, ça a été une révélation, quoi. Et de toute façon, je crois que ça a toujours été important pour nous, les revues, notamment de musique. Je pense Ouais. qu'on en a parlé aussi parfois. Il y a eu la période d'avant où il y avait Rock & Folk et Best, qui ont été très importants dans le paysage français des revues consacrées au rock. Et je pense qu'on peut dire que tous les deux, on a été plus ou moins bercés au début un petit peu par ça sur les revues rock qu'on allait acheter dans les magasins de journaux. Et à un moment, l'arrivée des Inrecuptibles version trimestrielle, avec de très longues interviews, des photos noir et blanc, une maquette très radicale et complètement à l'opposé des autres revues, ça a été un peu le coup de cœur. Après, je pense que peut-être derrière, on n'a pas trouvé... une fois que les Inrecuptibles se sont dégradés, on va dire, on n'a pas trouvé quelque chose qui rattrape ça. Moi, je me souviens avoir lu quelques numéros de Technicart, mais c'est pareil. Pour moi, il n'y avait rien de nouveau sous le soleil, et ça ne m'a jamais donné envie d'être un lecteur régulier de cette revue. Je crois que maintenant, ça n'existe plus en version papier, ça existe en ligne encore. Mais en tout cas, oui, ça ne me parlait pas, moi, et donc vu qu'il était présenté comme ça, c'est pas ça qui m'a attiré. Par contre, je dois être honnête, moi, quand je suis chez le bouquiniste et que je connais pas, je feuillette un peu, et très vite, donc, il a rajouté une préface quand c'est ressorti en 2011, donc, quand c'est sorti en version poche, et je lis très très rapidement un extrait. Je vais lire quelques extraits quand même, parce qu'il y a des trucs. D'abord, il écrit bien, Benoît Sabatier, je tiens à le dire. T'es d'accord, hein? Il a un style enlevé, et puis souvent le problème, c'est que les critiques rock, ils ont un style un peu nerveux, mais un peu poseur aussi, et lui il est quand même assez précis, même s'il a des envolées, il reste concentré sur son sujet. Surtout, on peut le dire rapidement, mais sur ce livre, il a quand même une grosse mission. C'est-à-dire, c'est pas non plus, si je me souviens bien, un recueil d'articles, comme il peut y avoir souvent avec les critiques rock qui accèdent à un stade où on collectionne un petit peu leurs articles qui ont marqué les histoires des différentes revues auxquelles ils ont participé. Et lui, effectivement, dans mon souvenir, il y a effectivement, à la fois, il va évoquer le rock dans plusieurs étapes historiques. Il a toute cette mission de de retranscrire tout ça. Mais effectivement, il a une manière maligne et tendre et émouvante et très personnelle de glisser des choses
à chaque fois plus personnel, plus stylisé, et puis effectivement une espèce de fil rouge aussi que tu vas certainement évoquer après, quoi. Oui, mais c'est pour ça que je voulais commencer par lire cet extrait de la préface sur lequel je suis tombé en feuilletant. Donc j'y vais. Il était inimaginable que cette musique, ce hobby, le rock, puisse autant transfigurer la société. Un demi-siècle après son explosion, l'intégration s'est faite à tous les niveaux. Les générations au pouvoir ont grandi avec le rock. Pour accéder à la Maison-Blanche, Barack Obama a révélé ses artistes favoris: Stevie Wonder, Bob Dylan, The Fugees, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, Kanye West, U2, Marvin Gaye. Nicolas Sarkozy a épousé une chanteuse qui ne jure que par Led Zeppelin et les Stones. Le rappeur Wyclef Jean a voulu se présenter aux élections présidentielles à Haïti. Bono, chanteur de U2, est régulièrement en lice pour le Nobel de la paix. Nous baignons définitivement dans un monde où la culture rock au sens large, musique, look, référence, langage, pensée, est la culture la plus partagée. Elle a envahi tous les étages de notre société politique, éducation, épreuve du bac, il donne un exemple, épreuve du bac sur Jimi Hendrix, cursus universitaire sur les Beatles, environnement, diffusion massive de la musique partout, des supermarchés aux restaurants, loisirs, médias, etc. La contre-culture est aujourd'hui la culture officielle. Easy Rider est dorénavant un film bien plus cité que La Grande Illusion. Ce livre, paru en 2007 sous le titre « Nous sommes jeunes, nous sommes fiers », raconte l'épopée de cette intégration, comment le rock, musique marginale, bruyante, subversive, est devenu une culture dominante à tendance décorative. C'est un sacré programme. Voilà. C'est une bonne synthèse de ce que c'est. Vraiment, ce qui est super intéressant, je trouve, là-dedans. Moi, alors j'ai lu ça, puis je me suis dit, 980 pages, c'est pas quelqu'un qui est là pour frimer. S'il y a du taf, ça veut dire qu'il y a des choses à dire, etc. Donc, je l'ai embarqué. Et plus je le lisais, plus je me disais qu'il réussit à faire ce que moi j'attendais depuis longtemps, c'est-à-dire parler du rock pas sous un angle purement critique, dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais alors c'est pas un ouvrage universitaire. Parfois il va citer des sociologues, il va citer des intellectuels, c'est peut-être les pages les plus ardues, mais c'est vraiment pas la dominante. Et puis il suffit de se poser un petit peu, de bien lire ce qu'on lit, c'est pas non plus abscon de ça. Mais c'est pas non plus totalement un ouvrage de sociologie, parce qu'il y a vraiment un regard personnel là-dessus, et puis il se base pas sur des études, il se base vraiment sur des récits en fait. Il raconte effectivement ce qu'on pourrait appeler l'épopée du rock. On va préciser tout de suite que rock, il l'entend au sens très large. Moi j'aurais plutôt mis pop, au sens de... Je sais plus où il commence par exemple. Il commence, vraiment, ça va vraiment des années 50, de la naissance du rock'n'roll. De Chuck Berry, ou même de Presley, oui. Jusqu'à, je crois que même il commence par Bill Haley, en toute honnêteté, jusqu'en 2007. Oui, voilà. Il arrête. Donc ça couvre quand même bien 50 ans de musique, mais au-delà de culture pop, même s'il garde tout le temps l'angle de la musique, il va évidemment citer des films, des livres, des activités de la société occidentale, voilà. Et ce balayage, il est historique, mais il passe son temps aussi, comme il parle surtout des mouvements. Il parle surtout de ce qu'amène à un moment un type de musique et comment ça évolue. Il va revenir en arrière et repartir d'un autre côté de la musique. Donc c'est chronologique, mais c'est pas non plus linéaire. C'est-à-dire qu'on peut vraiment voyager sans se soucier exactement de quelle époque on est. Et puis c'est pas exhaustif. On sent bien qu'il y a des domaines sur lesquels il est meilleur que d'autres. Je sais pas si c'est le cas dans sa vie en général, mais il est un peu moins bon sur la soul, sur le funk que quand il va parler de la new wave. Voilà. Après, par contre, il fait une très bonne synthèse de ce qu'a été le hip-hop, ce que ça a amené, à quel moment ça commence à pédaler. C'est pas seulement une question de maîtrise des sujets. En fait, je pense que c'est la bonne manière d'aborder ça. C'est-à-dire, c'est par le récit. Alors, c'est parfois anecdotique. Parfois, il va s'attarder sur des anecdotes. Et puis parfois, il va vraiment donner du souffle à un courant musical, parce qu'il va aller à l'essentiel et puis il va citer les bonnes choses. Non, un sens historique et tout. Oui, non, c'est ça qui est assez étonnant dans son entreprise, c'est que vraiment, des fois, ce genre de livre, ça peut être quand même un petit peu ennuyeux, faut bien se le dire, ou un peu foiré, même au niveau du style.
des gens qui n'ont pas réellement la capacité, qui finissent quand même par être édités, mais qui n'ont pas la capacité à sortir 1000 pages qui sont vraiment, disons, fascinantes. Parce que c'est ça à la fin, c'est que vraiment il y a un côté... on lit un vrai livre, quoi. Et en fait, c'est vrai, c'est comme tu as dit, il y a un souffle qui se dégage de tout ça. Et il a vraiment un talent pour arriver à faire vivre n'importe quelle époque, mélanger l'intime et l'historique à tout moment. Et il y a vraiment... c'est un très très bon livre. Ouais, et c'est ça, quoi, voilà. Et sans pontifier avec ses propres goûts. Ouais, non, on sent bien où sont ses goûts, il est très honnête. Des fois, il peut avoir... ce que j'aime le moins, moi, chez les critiques rock, il peut avoir une petite formule assassine sur un truc qu'il trouve vraiment sans intérêt ou dont il ne comprend pas le succès. Enfin non, il comprend en général, il explique très bien le succès, mais il ne trouve pas le succès forcément légitime ou je sais pas quoi. Mais c'est pas ça son fond de travail, quoi, son fond de sauce, c'est pas ça. C'est vraiment arriver à embarquer les gens et à leur en même temps faire prendre du recul en passant aussi par le détail. Et d'ailleurs, il y a... sur la structure même du livre, parce que 1000 pages avec autant de sujets à brasser, c'est un peu compliqué. Et en fait, il y a trois lignes qui ne lâchent pas tout le long. Il y a le projet que je viens de citer un petit peu dans cette préface, donc qui serait de tenter de comprendre pourquoi la culture rock pop est passée de quelque chose de subversif à quelque chose de récupéré. On va faire court là-dessus, mais on y reviendra peut-être en détail. Totalement intégré. Ouais. Intégré et puis récupéré. Moi, je tiens à ce mot. Enfin, lui, il n'emploie peut-être pas, mais c'est-à-dire que ça sert beaucoup d'intérêt. Quoi. Si tu as intégré, c'est que bon... Ouais. De toute façon, tu es plus subversif. C'est tout le problème de passer de la contre-culture à la culture tout court. Quoi. C'est ça. Il a un fil conducteur, effectivement, qui est autour du groupe Taxi Girl et de ses membres. Bon, tu l'annonces juste comme ça, quoi, mais parce que voilà, on va revenir dessus. Mais le principe, c'est que même quand il va commencer à parler des débuts du rock, il va parler du moment où les membres de Taxi Girl naissent, après il va y avoir l'existence de Taxi Girl, puis après il y a ce qui devient. Et c'est ça qui est très beau. Mais c'est très beau. Et très subitement, déjà on lui a envoyé quand même pas mal de fleurs sur le projet de fond. Voilà. Et moi, je me souviens que subitement, alors moi j'ai une relation un petit peu spéciale parce qu'il faudra on en parlera peut-être un petit peu plus tard sur Taxi Girl, mais quand il commence justement à parler et tu comprends tout de suite que ça va être un peu le fil rouge du truc d'entrée de jeu, parce que tu te dis mais pourquoi subitement, effectivement, même dans les débuts du rock, il commence à me parler de Taxi Girl. Et alors là, sur le coup, ça m'a fait un effet. Oh là là, mais attends, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Et en fait, c'est génial. Ouais. Et en fait, son fil rouge est... Alors vraiment, c'est comme doit être un fil rouge. C'est superbe. Tu dis, on peut en parler plus tard, mais pour moi, on peut en parler tout de suite. Même, on va faire comme lui, on va revenir. On doit être honnête. Enfin, ni toi ni moi ne sommes des fans de ce groupe-là. Alors, moi, ça a été quand même... Non, mais c'est un groupe, moi, que j'aime bien. Il y a une chanson que je trouve... Moi, c'est Paris. Moi, je trouve quand même c'est un chef-d'œuvre absolu. Hein. Moi, je veux dire quand même, au niveau... c'est un peu la fin du groupe d'ailleurs, un petit peu, où il n'y a plus que on va dire, Daniel Dark et Mirwais. Enfin, à l'époque, je sais plus s'il s'appelle déjà Mirwais. Enfin, c'est bon, voilà. Hey mec, c'est Paris. Tu m'entends? P-A-R-I-S, Paris. Respire le bon air, mais fais gaffe quand même. Tous les jours, des mômes meurent d'en avoir respiré un peu trop. Alors fais attention et marche dans les rues, va au hasard. À n'importe quel coin, n'importe quelle rue, tu rencontreras n'importe quel type qui te proposera n'importe quoi. Diamants, si pur, mais prends-les dans tes mains, jette-les par terre, tu verras, ils se brisent comme du verre. C'est Paris, à Paris rien n'est pareil. Tout a tellement changé que ce n'est même plus une ville, c'est juste une grande poubelle. La poubelle est pleine depuis si longtemps qu'il n'y a plus de place pour nos déchets à nous. C'est Paris, et à Paris, y a rien à faire. Juste marcher dans les rues pendant qu'il fait jour. Et attendre qu'il fasse un peu plus chaud, qu'il fasse un peu d'amour. B-A-R. Mais non, après ce groupe, on peut dire, a été quand même un petit peu important, enfin même pour moi dans ma jeunesse, enfin les quelques années avant quand ça émerge, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de groupes français synthétique, New Wave, et qui ont
un petit peu marché, qui sortait de nulle part et qui cochait toutes les cases, voilà. Et quand t'es jeune, bah t'as un petit peu envie de chercher des étendards. Donc moi, évidemment, il y a d'autres chansons que j'aime, mais après, ça n'a jamais été j'étais pas évidemment fan absolu. À l'époque, j'achetais même pas les disques et tout, mais ça passait suffisamment à la radio pour que ça fasse partie de notre bande-son, notamment de notre adolescence, qui est très importante. Et après, oui, j'ai beaucoup moins aimé, moi je dois le dire, la carrière solo de Daniel Dark. Et c'est ça. Et que effectivement, après, Mirwais, on s'y attendait pas, mais a fait une deuxième partie de carrière assez surprenante et incroyable et plus qu'honorable. En relançant enfin, elle n'était pas non plus dans les choux. Si, quand même, enfin, elle vendait toujours, mais c'est vrai qu'il a fait l'album de Madonna qu'il a remis. Music, voilà. Et puis, il n'y a pas que ça, enfin, c'est un mec vraiment intéressant. Non, c'est vrai que Daniel Dark, il y a toute une mythologie derrière que moi, j'ai jamais supporté. Du poète torturé, tout ça. On n'est pas clients tous les deux, et puis alors surtout, il y a certaines personnes, même si je suis pas client, je trouve qu'ils l'ont, enfin, tu vois, je suis touché, lui... J'ai toujours eu, moi, un petit problème. Moi, j'ai un gros problème. Mais justement, et c'est là qu'on doit être honnête, c'est que malgré ça, malgré le rapport qu'on peut avoir à ce groupe-là, qu'on ait aimé ce groupe, ou qu'on soit plus distant ou quoi, effectivement, c'est la très très bonne idée de faire référence régulièrement. Ça fait un point de repère, ça fait une histoire à l'intérieur de l'histoire, et puis ça finit par être, je sais pas comment dire, comme le... En fait, ce qui va rester de là aussi, de tout ce bouquin, c'est ce qu'il y a de plus proche, en fait. Même si c'est pas ton groupe préféré, tes artistes préférés, il y a quelque chose d'intime, voilà. C'est ça le mot que je cherche. C'est exactement ça, je crois que c'est ça. Il arrive, même si voilà, on a tous les deux une relation un petit peu compliquée avec ce groupe. Moi, je rappelle aussi les chansons... Chercher le garçon comme une balle, enfin à l'époque... Aussi belle qu'une balle. Aussi belle qu'une balle, bon, enfin je veux dire, c'était quand même incroyable, hein. Moi, j'aimerais bien écrire juste des chansons comme ça aussi. Mais effectivement, quand ça arrive dans le livre, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que ça vient faire là ? Et après, c'est comme tu as dit, c'est que c'est le fil rouge parfait pour moi, où effectivement, il arrive à chaque fois à faire rentrer ça en écho avec son grand projet historique d'histoire du rock. Il mêle subitement en permanence l'intime et l'universel avec un truc où on le comprend d'entrée de jeu. Il a effectivement une relation très particulière avec ce groupe. Et pour lui, c'est le médiateur parfait. C'est la pierre philosophale qu'il lui faut pour remettre encore une couche d'écriture étonnante et qui rend encore plus son projet, son livre touchant au final. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. En fait, du coup, ça le sort du côté... C'est un essai, hein, je sais pas comment catégoriser ce livre, mais ça le sort du côté seulement théorique, en fait, quoi. Ça lui donne un côté humain. Et il y a un autre aspect, c'est le troisième, en fait, qui revient, alors qui est très peu présent dans le livre, mais à certains moments, il va prendre des personnages de la vie courante, que je pense qu'il a imaginé, je pense pas que ce soit des personnes qu'il a observées, et il les cale en fait sur leurs goûts musicaux, leurs goûts vestimentaires, ce qu'ils font, comment ils sortent et tout ça, pour dire où on en est de l'époque. C'est comme des petites nouvelles à l'intérieur de 3-4 pages à l'intérieur. Ouais, parce que moi je l'ai relu. Ouais. Mais c'est super ça. Et alors c'est assez inégal dans le livre, c'est-à-dire que des fois on n'est pas loin de la caricature quand même, genre le trentenaire ou le quarantenaire qui prend les rééditions de CD et qui retrouve sa jeunesse à travers ça, mais qui a une vie rangée depuis, etc. Oui, ça y est, maintenant ça revient un petit peu. Il leur donne un prénom, un environnement et tout ça, et il raconte ces histoires-là. Moi, c'est pas toujours ce que je préfère dans le livre. La dernière est magnifique. Le livre finit sur un épilogue sur quelqu'un qui a 40 et quelques, qui va avec son neveu à Rock en Seine, et il raconte cette soirée. C'est très très beau parce qu'il y a, ça synthétise aussi ce qui se passe quand on vieillit avec cette musique de jeunes. C'est ça. Mais oui, maintenant ça me parle un petit peu plus, mais oui, je crois que je vois à quoi tu fais allusion. Alors, le fil rouge sur Taxi Girl, c'est vrai qu'une fois que tu as compris que ça va revenir, et c'est étonnant parce que presque tu attends le moment aussi où ça va revenir pour voir comment il va synchroniser tout ça. Mais maintenant, ces petites bifurcations là que tu disais, je crois que j'en souviens un peu, mais c'est vrai qu'elles ont quand même un côté, alors là pour le coup, qui font beaucoup plus journalisme rock comme on l'a connu à l'époque. Mais là encore, je trouve qu'il a un angle intéressant et il a
il a un petit coup de plume qui arrive quand même un peu directement à bien faire ressentir ce qu'il veut communiquer. Là encore, ça sert bien son propos, quoi. Ouais, ça sert son propos et puis ça tombe au bon moment. Moi, ce que je trouve très fort, en fait, parce qu'il il faut essayer de s'imaginer ce que c'est. En fait, c'est quand même d'une ambition assez dingue. Je crois pas qu'il y ait d'équivalent. Moi, je lis pas mal de revues, d'ouvrages autour de la musique. Et alors, j'ai lu, soit c'est sur un artiste ou une artiste en particulier, ça peut être biographique, ça peut être plus critique, je sais pas. Et puis, il y a des livres qui racontent des courants musicaux, des époques musicales. Et bon, moi, j'en ai lu un, par exemple, sur Manchester Music City, là, je l'ai ici. C'est très intéressant parce que c'est vrai qu'il y a un vivier à Manchester qui existe depuis bien avant les années 90, là, qui était depuis les 60s, puis le punk, ça et tout. Et puis, donc tu te dis l'ouvrage va être intéressant, il est intéressant à lire, ça met de la perspective et tout ça, mais il manque, je trouve, j'ai parlé de souffle tout à l'heure, tu as parlé qu'il a une plume aussi, qu'il sait écrire, mais surtout, pour moi, ce qui est important, c'est de rester concentré sur son sujet, tout en trouvant des échappatoires pour pas être sur cette espèce de ligne là, tout droit. Mais pour arriver, en fait, on a l'impression qu'on s'éloigne, qu'on va parler d'anecdotique, qu'on va parler de détails, et puis on va y revenir. Et je trouve qu'il a au final, quoi, quand on a lu tout ça, on a une impression déjà d'un truc historique, hein, de ce qui s'est passé, comment ça a évolué. Et puis, on a l'impression de l'avoir vécu, y compris sur des périodes qu'on ne connaît pas. Et je dirais, les périodes qu'on ne connaît pas parce qu'on n'y était pas né, hein, parce qu'on n'était pas né encore à ce moment-là, mais je dirais aussi après, parce qu'on a décroché, parce que c'était plus nos mouvements, etc. Et même ça, je trouve qu'il arrive à le synthétiser super bien. Oui. Moi, j'avais la sensation que c'était... c'est même presque comme un roman, quoi. Enfin, je veux dire, il est vraiment à deux doigts. Enfin, ça vaut mieux que certains romans qu'on veut te faire lire, et il échappe complètement au simple carcan du témoignage, du bouquin d'histoire. Tu mentionnais le livre sur Manchester que j'ai pas lu, mais je crois que je vois ce que tu veux dire. Parfois, il y a des ouvrages théoriques, critiques comme ça, où effectivement on glane plein d'informations, c'est bien, on a un peu une vision globale du truc, comme nous on aime vraiment certaines périodes et tout, tu finis en grosso modo par tout savoir, plein d'anecdotes et tout, mais c'est vrai qu'en soi, une fois que tu as lu le livre une fois, c'est presque fini, et à part faire des fiches à côté, ce livre ne servira presque plus à rien, à part aller le reconsulter pour aller noter quelque chose. Et rien que là, en parlant de nouveau de ce livre, j'ai presque envie de le relire, tu vois. Parce que je sais que dedans, c'est comme tu as dit à la fin, il se dégage de ce livre quelque chose quand on a traversé les 1000 pages. Moi, je me souviens très bien, c'est une sensation presque physique, d'avoir fait un voyage plus que dans le temps, mais effectivement un voyage affectif, un voyage dans le temps, un mélange de choses qui ont été pour moi aussi très personnelles parce que j'ai vécu à certaines de ces périodes. Tu le disais, ça se mélange aussi à des périodes qu'on n'a pas vécues, mais où on est d'accord avec ce qu'il dit et qui est l'origine de ce pourquoi nous on a vécu aussi après. Ouais, c'est bouleversant en fait à la fin. C'est vraiment bouleversant. Ouais. C'est pas pour m'acharner sur l'autre bouquin, mais surtout je pense que la différence, c'est aussi que le bouquin sur Manchester, il nous intéresse parce qu'on s'intéresse au sujet. On s'intéresse à Manchester, c'est plein de groupes de musique. Je pense que ce bouquin, il n'est pas fait que pour les nostalgiques, que pour les fans de rock et tout ça. Je pense qu'il a aussi une valeur en fait d'expliquer l'époque et sans que ce soit encore une fois un travail universitaire, un travail sociologique classique. Et d'ailleurs, j'anticipe un peu, mais d'habitude on finit toujours en demandant est-ce que ça peut parler à tout le monde. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait celui-là on va y couper tout court, mais voilà. Ouais. Moi je pense il peut parler à tout âge et on peut être assommé par les références parce que par contre il y a énormément de références dans ce bouquin. Il n'arrête pas de parler d'artistes, de chanteuses, de chanteurs, de groupes et au-delà. Mais je réfléchissais à ça quand je le relisais. Quand j'étais gamin et que on m'a mis dans les mains les récits homériques, l'Iliade et l'Odyssée, ça m'est tombé des mains. Je n'arrivais pas à lire ça. Et à un moment, j'ai dû le lire, je sais plus, j'étais au collège, et je n'y arrivais pas, vraiment. Et donc, ça a été un échec scolaire.
Mais j'y suis revenu après, en n'attaquant pas le livre par le début, en prenant des bouts à droite, à gauche. Et c'est vrai que quand on lit l'Iliade en particulier, il y a des dieux de partout, Ouais, ils l'Iliade, n'arrêtent c'est pas de chaud. se fighter, il y a des fils d'eux, des cousins, enfin pas des cousins, je sais pas des cousins, mais tu sais plus qui est qui, tu t'y perds facilement. Et si tu luttes contre ça, soit tu es un lecteur, mais alors vraiment hyper studieux, et à la limite tu fais des fiches à côté, voilà, soit tu acceptes que c'est pas grave en fait, que c'est pas grave, tu saches plus qui est qui, et là, C'est ça l'important. la beauté du texte elle remonte, les récits, ils ont aussi du souffle évidemment, et du coup, ça a été une révélation, un peu tard pour mes études, mais Mais personnel. et puis ça m'a servi pour le reste, c'est-à-dire que c'est comme au cinéma, plein de gens qui disent ah ouais mais ce film j'ai pas compris, alors ça m'a empêché de l'apprécier. Oui, si tu butes sur la compréhension, si tu t'obsèdes à comprendre le truc, sur certains films il y a des chances, sur David Lynch il y a des chances que tu te fasses mal, quoi, que tu trouves ça abstrait, voire une escroquerie, etc. Si tu te laisses aller et que tu te demandes pas trop où on veut t'amener, tu risques de te faire embarquer, quoi. Mais ça, c'est important, oui. Il faut toujours trouver des portes d'entrée qui nous conviennent par rapport à des œuvres qui, à un moment, on s'en rend très vite compte, nous laissent, pour le coup, sur le perron. Oui, alors là, c'est pas le style, parce que le style, il est vraiment... Non, là, comme tu disais, par rapport il est aux vraiment jeunes, je accessible. pense, enfin, par rapport aux gens qui n'ont pas connu l'aventure du rock, tout ça et tout, je pense qu'effectivement, tu as raison, ça pourrait être l'avalanche de noms, de mentions de groupes, d'artistes et tout. Mais ce qu'il a pour lui, c'est sa plume et son espèce de souffle. Et Voilà, une certaine lucidité, je veux dire. Enfin, en tout cas, un regard vachement intéressant. Oui. C'est certain. Pour illustrer ça, alors là, pour le coup, je pense que c'est un truc générationnel, parce que Benoît Sabatier, il est à peu près de notre génération. Donc il a dû naître à la fin des années 60 ou au début des années 70, je sais pas. Et c'est des choses dont on a discuté hors micro. Nous, déjà, il pense que 1984 est l'année de bascule dans la société moderne. Je dis, c'est ça. Et, 83, c'est la dernière meilleure année. 84, c'est la bascule. 85, c'est la fin du monde. Voilà, pour nos auditeurs. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a rien de bien après, c'est pas du tout ça le propos et tout. Non. Mais justement, il a une page qui explique bien pourquoi. Et ça me permet de préciser un truc aussi, c'est que ce bouquin, il parle de la pop et du rock, donc forcément, il parle de la culture anglo-saxonne. Mais on l'a vu avec l'histoire de Taxi Girl. Et au-delà, évidemment, comme il est français, il parle beaucoup de ce qui se passe en France aussi. Et là aussi, il est habile dans le va-et-vient entre les deux. C'est-à-dire qu'il va parler de choses qui sont générales et puis des choses qui parlent plutôt à une culture française qui n'est a priori pas trop tournée vers cette culture-là. Et donc, il a un chapitre qui s'appelle « Le rock étatisé » et qui parle de 1984. Et là, je vais vous lire, un passage un peu long, mais constructif. Exactement. En 1984, le pouvoir socialiste favorise la création de la première chaîne privée française, Canal+. En 1984, le pouvoir socialiste autorise la diffusion des publicités sur la bande FM. En 1984, le gouvernement socialiste est dirigé par un trentenaire, Laurent Fabius. En 1984, le rock français a un appui de taille, le ministre de la Culture du pays, Jack Lang, l'ami des jeunes, comme Bardot est l'ami des bêtes. En 1984, après quelques tâtonnements, Jack Lang le décide. L'art et l'industrie doivent marcher main dans la main. Et là, il y a une citation. La création industrielle est au cœur de la compétence internationale. Pour aider notre pays à sortir de la crise, création, recherche et économie doivent s'allier. Pendant 3 ans, sous la direction de Pierre Mauroy, les socialistes ont tenté de mener une politique qui ne subirait pas trop le diktat du marché. Mauroy a 53 ans en 84. Pour lui, le rock, c'est un truc de dingue. Il ne voit pas l'intérêt de la chose. Si Bob Marley n'avait pas existé, ça ne l'aurait pas empêché de boulotter des bons steaks frites. Quand Fabius, le plus jeune Premier ministre qui ait connu la France, lui succède le 17 juillet, le nouveau gouvernement a pour mission de poursuivre le plan de rigueur, maîtriser l'inflation, mais de façon cool. Fabius accorde une importance primordiale à la communication, à l'image. Il s'agit de montrer aux Français que leurs dirigeants sont proches d'eux, qu'ils sont socialistes, mais qu'ils ne crachent pas sur une certaine forme de libéralisme. Jack Lang est une pièce maîtresse de cette communication du cool. 2 ans plus tard, pour les élections législatives, les socialistes seront balayés par la droite. Une grande partie de la nomenclatura artistique sera acquise à Jack Lang. Ce dernier, qui se présente dans le Loir-et-Cher, gagne alors le soutien de Catherine Lara, Bernard Lavilliers, Touré Kunda, Jackie Julin, 3 petits points. Indochine dira « Nous votons pour un gouvernement rock ». En 1984, la France est donc dirigée par un gouvernement rock. Jack est l'homme qui a institué la fête de la musique le 21 juin de chaque année.
En 84, c'est la 3e édition, de nouveau un triomphe. Quelle idée astucieuse, l'art dans la rue, le rock acclamé par toute la population française, plus fort qu'en mai 68. Il y a pourtant des bémols. La démarche vient du pouvoir, pas de la rue. C'est autant, en fait plus, la fête de la bière que de la musique. Mais le succès est au rendez-vous, populaire, jeune. Pour la première fois, un parti politique au pouvoir comprend qu'il est important d'avoir les jeunes dans sa poche et que c'est facile via le rock. Voilà, c'était un peu long, mais pour moi, ça synthétise. En plus, c'est l'exemple du rock et du gouvernement socialiste en France, mais plus globalement, ça synthétise ce qu'allait devenir cette culture-là, qui avait émergé de façon spontanée au départ. Évidemment que ça a été récupéré très vite, le rock, mais parce que le rock, ça arrive avec l'électricité, ça arrive avec parce qu'on dit toujours le rock, c'est le blues, un mélange de blues, de country, de bebop, tout ça et tout. Mais ça arrive aussi avec la technologie. Donc avec la diffusion, et comme il le dit au début, ça arrive avec l'adolescence, ça arrive avec le fait qu'avant, il y avait les adultes et les enfants, et que les adolescents n'avaient pas de pouvoir d'achat, n'avaient pas de... Et évidemment que, bien avant 1984, des capitalistes ont compris qu'il y avait de l'argent à faire là-dedans, et que cette culture jeune, on pouvait la domestiquer, la policer, tout ça. Là en plus, pour moi ton extrait il est parfait parce que ça me rappelle pourquoi j'ai aimé ce bouquin, parce que voilà, pour moi là, les moments de souffle, pour moi ils sont là aussi. Alors moi voilà, nous à l'époque on a 13 ans, et je pense que même à 13 ans, j'aurais été incapable d'écrire aussi bien que ça. Par contre... Il n'a pas 13 ans quand il écrit. Non, mais il synthétise totalement même ce que je pensais un peu, même à mon jeune âge, quoi. Tu vois, même si on avait moins de grilles d'analyse, moins de choses, c'était purement dans l'instinct qu'on sentait ça. Et ça m'émeut énormément de réentendre ça. La grosse différence là, c'est qu'en plus il parle d'autre chose. Il parle aussi, là, on est déjà au niveau du rock récupéré par la politique. Oui. Parce que c'est ça qui est important. C'est que évidemment le capitalisme, vu que quand même grosso modo le rock est quand même né aux États-Unis, les Américains sont quand même très champions du capitalisme, donc ils ont quand même tout de suite compris qu'il y avait un truc à faire avec ça. Surtout si on le faisait en plus chanter par des blancs, alors que peut-être au début ça venait un peu du folk blanc et du blues noir, etc. Mais oui, le capitalisme va vous retraduire tout ça et comme vous le rendre propre. Et le rendre propre. Alors après c'est toujours discutable. Enfin, parce qu'il y a toujours eu du propre et du pas propre, quoi. Oui. Voilà, dans toutes les ramifications qu'il y a. Mais le rendre rassurant, enfin je veux dire dans moi je pense qu'à chaque fois il y a un côté... oui, tu auras toujours, à l'instant T, il y aura toujours une version propre, et au même instant, donc, tu as toujours une version pas propre en fait. Oui, mais en général, la pas propre, elle arrive des circuits indépendants. Exactement. Et après, elle est récupérée. Bien sûr, mais de nouveau, tu pourras trouver un autre truc de nouveau pas propre au moment où ton vieux truc pas propre est devenu propre, si tu me suis, etc., quoi. Je veux dire, moi, là encore, je pense qu'à un moment, il en parle, quand on saute là, on parle dans tous les sens. Mais moi, la première fois que j'ai entendu Nirvana, je me suis dit, ah tiens, c'est le retour des punks. Ouais. Tu vois, et c'est les punks, mais
version produite, bien produite. Oui, Voilà. enfin au début, pas tellement bien produite que ça, en fait, mais... Oui, mais Nirvana, qui est son deuxième album, quand Smells Like Teen Spirit débaroule, même si nous on était même si effectivement, moi j'écoutais déjà les Pixies avant, et même on a fait un numéro sur Sonic Youth, on pouvait écouter déjà du sale et tout. Il ne s'agit pas de dire que Nirvana n'avait pas n'était pas pur, mais c'est juste qu'ils ont quand même trouvé la formule magique dès leur deuxième album, en étant signés quand même par une grosse maison de disques, où ils sont arrivés à refaire le coup du punk en version saturation maximale, mais compressage, à l'ère du CD et tout. C'est-à-dire une version qui va subitement tout dévaster, mais à un point que ça a surpris même les capitalistes eux-mêmes, quoi. Oui, mais ce qu'il dit aussi Benoît Sabatier, c'est que en fait Nirvana, ils sont dans le prolongement des Pixies, et que le leader des Pixies, il est un peu rond, il fait pas très jeune et tout ça, l'autre il arrive, c'est un petit blond, même si en fait il est beaucoup plus trash que les Pixies, il passe mieux, il est plus vendeur. On parle de people autour de lui, c'est ce qu'il détestait, hein, Kurt Cobain. Mais bien sûr, on ne peut pas expliquer un suicide de manière aussi simple, mais enfin, il l'a exprimé dans les interviews et tout ça, souffrir de ça aussi. Et puis, parce que ce qui leur est arrivé, parce que c'est marrant, parce qu'il y a 15 jours, il y a juste 2 jours, là, je revoyais une vidéo sur la création du morceau Smell Like Teen Spirit, mais c'est surtout que, bon, là... il s'est passé un truc qui arrive rarement dans l'histoire. Enfin, quand tu as un succès comme ça, quasiment du jour au lendemain, sur une espèce aussi de gros malentendu, mais qui tombe pile poil au moment où c'est ça que veut de nouveau une autre génération de jeunes et tout. Parce que, enfin voilà, moi je me souviens aussi où l'une de mes filles à l'école primaire et tout, les fêtes de fin d'année, où tu avais des groupes de jeunes qui chantaient Rape Me. Tu vois, et j'étais là, et on était déjà genre 10 ans après la sortie du morceau, et tu vois bien que c'est quand même le songwriter de toute une génération, qu'on le veuille ou non, et d'avoir des jeunes qui reprennent Nirvana dans tous les sens, et que tu te retrouves dans une fête d'école où tu regardes le corps enseignant, surtout Rape Me, ouais. Et voilà, tu regardes la prof d'anglais, c'est vous ou non, vous vous rendez compte de ce qui se passe là? Moi je trouvais ça très touchant presque, même si c'était terrifiant aussi. Ouais. Mais pour en revenir, oui, parce que là on parle dans toutes les directions, mais là ce qui est très beau dans l'extrait, et qui effectivement pour moi est un moment de bascule, parce que je pense que dans le mi-temps des années 80, il s'est passé plein de choses, et au niveau économique et au niveau politique, qui ont fait que effectivement c'était quand même l'ère du rock, et que là il s'est passé une espèce tu sais, comment ça s'appelle le jeu là avec les 3 cartes là, le bento là, ouais, bento, ouais. Voilà, on s'est fait arnaquer avec les cartes, tu vois. Le rock'n'roll, il est où? Ah, il est là. Ah bah non, c'est Jack Lang. Jack Lang, c'est un point particulier, mais on peut généraliser ça à tout. Non, mais Et c'est là, il y a eu une espèce de grand renversement. C'est pour ça que je crois que, même moi, si je suis pas le meilleur avocat de ça, c'est effectivement les années où le hip-hop était déjà là et tout. Et je pense que c'est à ce moment-là que le rap, le hip-hop, prend le relais en fait et va petit à petit devenir la nouvelle forme de musique la plus importante en fait, la plus vive et celle où on peut encore retrouver le plus de choses sales mais qui vont guider plein de gens. Mais c'est pour ça aussi que souvent les journalistes critiques culturels et musicaux en particulier paraissent snobs, c'est qu'ils parlent de choses qui sont nouvelles, qui sont dérangeantes, ça, et ils détestent tout ce qui est commercial, mais c'est vrai que malheureusement, dans une musique qui se veut nouvelle, sauvage, etc., à partir du moment où elle est adoubée par le pouvoir, forcément, elle n'a plus de pouvoir de rébellion, elle n'a plus de pouvoir de se différencier de la masse, de la norme. Elle devient la masse. Donc ça, bon, c'est le monde capitaliste, c'est le monde moderne, c'est tout ce que tu veux. Mais ce qui fait que, oui, le hip-hop, au début, il prend le relais du rock parce que le hip-hop, ça vient de gens qui ont descendu leur matériel dans le quartier, quoi. C'est vraiment, ça s'est fait spontanément. Après,
c'est peut-être le mouvement qui est le plus récupéré de tous aujourd'hui. Il n'y a pas plus mainstream que maintenant, le oui. hip-hop aujourd'hui. Maintenant, oui. Mais tu vois, là encore, ça prend... parce qu'on peut dire quand même que le hip-hop, grosso modo, c'est fin des années 70, début des années 80. Enfin, là, c'est vraiment au début des années 80, c'est très confidentiel. Hein. Oui, mais ça naît de là. Je veux dire, les premiers trucs, les block parties, tout ça et tout, les premiers ramassages de matos, le blackout à New York où tous les gens ils vont se servir pour avoir du matos, ça naît aussi un petit peu à cause d'accidents historiques comme ça, quoi. Et là encore, de toute façon, je pense qu'il faut... Là, on va faire presque des sociologues que nous ne sommes pas, mais moi je dirais qu'il faut effectivement, comme il disait tout à l'heure, sur 50 ans, il faut 2 générations pour que ce qui est le cœur révolté soit dompté et finisse par être la pulsation mainstream, quoi, tu vois. Ouais, moi je vois des temporalités plus courtes quand même. Mais après, je te le fais à la louche, mais c'est subjectif. Hein. Bah... non, moi nettement plus courte, quoi. J'ai l'impression que ça c'est plus vite absorbé, plus vite. Je trouve En 50 ans, tu vois, là, le rock, voilà, on passe vraiment de sa naissance à une récupération totale et intégrale. De toute façon, c'est l'objet même du livre. Mais c'est déjà après, un problème, évidemment, tu peux... parce que là, il parle des artistes qui soutiennent Jack Lang là, en France, Igelin, machin et tout. Mais en même temps, c'est là aussi qu'il y a le rock humaniste, et il en parle là du côté. Et c'est aussi un problème, c'est-à-dire que c'est pas le rôle... les musiciens doivent se mêler de la vie de tous les jours. Ils peuvent avoir des idées politiques, ils peuvent avoir un regard sur la société et tout ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand le rock se substitue pour amener de l'argent, alors c'est bien, hein, ils ont un peu envoyé de l'argent dans des pays qui crevaient la faim, mais il y a un truc qui va plus du tout, c'est-à-dire qu'à un moment ça devient un organisme qui supplée les États et tout ça. Et au départ, c'est quand même des gens qui faisaient du bruit dans leur cave. Il y a un truc qui est un peu contradictoire avec les raisons pour lesquelles tu fais les choses au départ. Et c'est pour ça que c'est pas qu'une question de récupération des capitalistes ou enfin des gens qui ont le pouvoir ou je sais pas quoi. C'est aussi le fait que au départ, c'est spontané et c'est jeune. Et que les gens vieillissent. Et donc en vieillissant, ils ont d'autres centres de préoccupation. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus capables de faire de la bonne musique. Par contre, ce serait plus étonnant qu'elle parle aux plus jeunes. Il y a une logique dans le fait que... C'est pour ça que je reviens, même si ma chronologie par génération est effectivement pas non plus un théorème absolu, quoi, mais parce que quand je dis 2 générations, ça nous amène en 2007, date du livre. Donc comme tu dis, déjà à la fin des années 80, ça nous fait grosso modo une grosse génération. Nous, on était encore ados et on sentait qu'il y avait des problèmes. Je veux dire, on a encore écouté du rock pendant très longtemps. Nirvana n'est pas encore arrivé et tout. Même si ça n'a pas été notre tasse de thé à fond. Mais on a encore vécu le rock encore pendant quelques dizaines d'années, quoi, tu vois. Mais forcément, déjà là, à la mi-temps des années 80, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Et comme tu l'as dit, c'est qu'on a bien vu que c'était récupéré par la politique. Il y avait un côté totalement officiel qui était mais alors complètement antinomique avec ce que pouvait justement représenter le rock. Et alors, sans parler après, quelques années juste après ça, même si ça a dû déjà un petit peu commencer, le côté caritatif, où là, même ceux qu'on aimait, tout le monde s'est un peu fourvoyé là-dedans, parce que il fallait être généreux, donc évidemment... Et puis je pense qu'il y en avait qui étaient authentiquement concernés. Bien sûr. Même si, tu vois, Bob Geldof qui a lancé le mouvement en Angleterre... Et après, il voulait absolument avoir le Nobel de la paix, tu vois, parce qu'il y a ça aussi derrière, quoi. Des gens, tu te dis, mais bon, alors, en même temps, son groupe a pas trop marché. Il le raconte ça aussi. Hein. Bob Geldof, c'était un des losers du punk, quoi. Enfin, il a fait un tube avec I Don't Like Mondays, mais après, son groupe marche pas trop. Non. Et puis, oui, il est sincèrement touché par ce qu'il voit à la télé sur la famine en Éthiopie, mais après, ça lui monte à la tête, quoi. Et bon. Mais de toute façon, c'est surtout ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que le rock ou même un quelconque mouvement artistique ne peut pas servir à ça. C'est ça qui est... Et à ce moment-là, on a vu des choses comme ça, mais à un niveau que seul le rock permettait, parce que il y avait
il y a eu dans les années qui suivent un festival où participaient Neil Young et Bob Dylan pour aider les agriculteurs aux États-Unis. Oui, tout à fait. Je veux dire, après, il y avait du caritatif partout pour tout le monde, quoi. T'as un problème, ok, on va faire une compile et je vais faire venir un concert et trucs et machin. Bon, alors évidemment, c'est pas... Mais là, ce qu'on avait vu effectivement avec les famines dans certains pays africains, c'est une espèce quand même de... Enfin, il faut rappeler peut-être à ceux qui ne connaissent pas, mais le Live Aid version Bob Geldof, c'est 2 voire 3 concerts. Un en Angleterre, un aux États-Unis. Ouais, mais il me semblait qu'il y en avait un 3e. Mais bon, voilà, enfin, avec évidemment toutes les stars du monde, mais tous les gratins. Mais ce qu'il pointe aussi là-dessus, c'est qu'au moment où il le fait... Phil Collins qui prend l'hélicoptère pour faire à la fois le concert en Angleterre et après rejoindre les États-Unis, puisqu'il y avait un décalage horaire évidemment entre les deux. Mais ce qu'il pointe par exemple là-dedans qui est très bien, c'est qu'il dit ok, il met toutes les stars, toutes les superstars, mais il met pas les jeunes, il met pas les groupes qui sont en train d'émerger, tout ça. Et puis peut-être qu'ils n'avaient pas envie d'y aller, j'en sais rien, hein, mais c'est aussi ce truc dans tout le bouquin que oui, on a tous aimé le rock parce que ça représentait notre jeunesse, la musique de notre époque, éventuellement une forme de rébellion qu'on avait aussi. Mais les limites, elles sont liées au fait que soit tu deviens intéressé par d'autres choses, par le pouvoir, par le pognon, par le succès que tu as, par le fait de pouvoir avoir 40 meufs à la minute ou je ne sais quoi, soit tu y restes, et c'est un peu, la trajectoire de Daniel Dark, elle est un peu comme ça. Là, il raconte à un moment, on est sur la fin de carrière de Taxi Girl, ils sont invités dans une émission que nous on a connue, présentée par Christophe de Chavannes, je crois que c'est encore mieux l'après-midi, ou ça, où il est en direct de Cannes pour son émission. Quelqu'un a programmé Taxi Girl. Bon, ça va vraiment plus trop dans le groupe. Daniel Dark est pas là au moment où il devrait être là. Puis au moment où ils vont faire le direct, quelqu'un lui a dit d'aller se raser parce qu'il était mal rasé. Et il revient le visage ensanglanté. Et donc la télé filme ça. Sauf qu'il y a quelqu'un qui, pendant qu'il chante, déjà qui est sur un playback et qui met même pas le micro là où il faut. Ça. Et puis qui commence à dégouliner de sang. Enfin, c'est le truc qui est trash, quoi. Et quand ils essaient de filmer les autres, ils font la gueule. Donc il n'y a aucun espoir pour le réalisateur de l'émission d'arriver à échapper à ce truc-là. C'est un suicide en direct. Ouais, c'est en quelque sorte un suicide en direct. Et puis c'est un tel contraste avec l'animateur sympa qui était de Chavannes et où tout était... et j'ai cherché sur YouTube des traces de cette... Parce que moi je ne l'ai pas vu à l'époque, je pense que je m'en souviendrai. Non, j'ai cherché les traces de cette émission en particulier parce que c'est très très bien raconté. Et là pour le coup il se lâche aussi au niveau du style, Sabatier. J'ai pas trouvé. Par contre tout ce qu'on trouve sur de Chavannes à cette époque-là, c'est Mylène Farmer. C'est parce qu'apparemment elle est venue à une de ses émissions et ils se font du charme et je sais pas quoi. Et voilà, ça, pour moi ça dit beaucoup de choses. Enfin, tu vois, l'autre a dit... Alors, il aurait pu rester parce qu'on aime bien le trash aussi aujourd'hui, aller voir des trucs sur YouTube bien dégueux. Tu vois, il aurait pu avoir un côté... Oui, voyeur. Mais je pense que c'est un moment gênant de télé. Et parce que ça montre bien que la télé, c'est pareil. Ça a été très difficile de mettre du rock à la télé. D'ailleurs, il y a plus d'émissions. Et quand il y en a eu, elles ont galéré, quoi. Bien sûr. Je me rappelle même plus qui c'est, ton Agnès. Vete a tomar por el culo. T'es venu jusqu'à Marseille pour écouter un disque. Marseille, elle a englouti ma fille. Mais plus fort! Moi je fais la bouffe aussi. Une préphilologie. C'est quand même des choses, quand tu le lis,
dans le livre, même nous qui avons connu cette époque, ça garde une espèce de force qui est assez incroyable. Et moi, le pire, c'est que j'ai vu Daniel Darc en vrai. Et donc tu l'as vu s'ouvrir les veines sur scène ou pas? Parce que Non. c'était une de ses spécialités aussi. Mais moi, je l'ai vu dans la rue, pas bien. Ah, tu l'as vu, pas sur scène, d'accord. Non, dans la rue. À Paris? À Paris, dans le 18e. Et ben, en mode, j'ai failli lui marcher dessus, et c'était tard dans la nuit, et il était, je pense, dans une de ces soirées mauvais trip, quoi. Oui, Et non, là- après, il n'y a pas à s'acharner dessus, c'était un junkie. Ah non, qui- mais moi là, qui a eu- ça m'a même beaucoup. Enfin, non, mais t'imagines, attends, je ne te réalise pas, parce que pour moi c'était tragique presque, parce que. Oui, parce que toi, il a fait partie. Moi, je dois être honnête, moi, Taxi Girl, c'était 3 morceaux, mais je les connaissais pas. Tu vois, Ah, mais moi non je ne plus, c'était reconnaissais pas pas rien. leur tête. Enfin, moi je voyais pareil, je voyais quand même les émissions à la télé, j'avais vu 2-3 trucs où, je sais pas s'ils sont une fois dans Les Enfants du Rock, enfin il y a eu, ou Platine 45 à l'époque, voilà, plutôt ce genre-là, tu vois, comme l'émission de De Chavannes, mais d'avant, avec Jackie qui ira après avec Dorothée, mais qui à l'époque faisait venir tout le gratin du rock new wave et tout, chanter en playback, voilà. Parce qu'on avait que ce genre d'émissions par-ci par-là, où on pouvait des fois voir effectivement des chansons qu'on aimait, on trouvait quand même... sinon c'était les grandes émissions de variété, donc des fois c'était assez catastrophique. Hein, Oui, voilà. enfin, c'était les Maritiers et Gilbert Carpentier. Alors on sortait de ça, ou alors effectivement il y avait Après, encore Drucker. ouais. Alors en même temps, moi par exemple, je me souviens chez Drucker à Champs-Élysées, je me souviens de l'une des rares promos de Leonard Cohen, période I'm Your Man, où il chante First We Take Manhattan. Oui, mais Leonard Cohen ne va pas s'ouvrir les veines sur scène Non. ou arriver mal rasé. Enfin, Certes, ça, arriver non. Le visage tailladé par son rasoir. Évidemment. Quel que soit si tu l'immense voulais- talent de Leonard Cohen, il n'a jamais... Si tu voulais rester dans le glauque, j'essaye Non, de mais- chercher rapidement. Sans parler de Glock, mais- il n'a jamais été destroy rock'n'roll. tu Non, vois ce que je veux bien dire. sûr, bien sûr. Le plus trash qu'il y a eu chez Drucker, c'est Gainsbourg. Voilà. Et ouais, mais alors justement, là, Mais c'est plus là, un c'est- problème de vieux qu'un problème de jeune, tu vois. Enfin, Oui, et puis c'est juste qu'on peut rappeler que déjà à l'époque, c'était un peu choquant de voir ce vieux monsieur parler aux jeunes femmes comme ça, et que ça allait pas du tout, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, on voyait bien que c'était plus Gainsbourg, mais Gainsbar, et que pour nous, c'était même pas une excuse, quoi. Non, ou sinon, c'était... moi, je me souviens par contre, il y avait Yves Mourouzi au journal de 13h. Moi, je me souviens d'Iggy Pop. Iggy Pop, ouais. Et de... pas Iron Maiden... Le groupe de hard. bah oui, avec Lenny, Motorhead. Motorhead. Bon là, là ils ont pas besoin de... Enfin, Iggy Pop, tu savais pas si cette veine était ouverte ou pas, mais déjà rien que sa gueule et son maquillage et tout, c'était quand même Mais il en parle aussi, là, complètement je- surréaliste. Quoi. Je vais pas citer tous mes marque-pages là parce que ça va faire beaucoup de lecture. Mais il parle aussi d'Iggy Pop, justement, de ce qu'il a incarné au début. Et puis du moment où il devient quand même plus rassurant. Puis alors il parle de la reformation des Stooges. Et là aussi, il a des super formules pour montrer que en fait ça va pas, quoi. Mais non. C'est pas possible. Mais au-delà de ça, enfin au-delà de ces histoires et de ce qu'on a pu nous en voir de l'évolution. Ce que je trouve bien, c'est que à aucun moment son propos c'est de distribuer les bons points et que tout le long de ça, en fait, c'est le constat de quelqu'un qui reste amoureux de la musique jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est pas c'était mieux avant. C'est juste Non. le verre est dans le fruit, en fait, quoi. C'était obligé que ça tourne comme ça. Oui, mais c'est ça. Je crois que c'est ça qu'il faut bien dire et qui est très clair dans le livre et qui est très beau, c'est que c'est assumer la traversée jusqu'au bout. Tout à l'heure, tu as cité l'Iliade, mais on pourrait citer l'Odyssée pour le coup. Mais c'est que effectivement, c'est comme c'est comme Ulysse. Ulysse étant le rock'n'roll. On va faire l'Odyssée du rock'n'roll jusqu'au bout, jusqu'au retour en Ithaque. Qui pour Ulysse d'une certaine manière se termine bien, même s'il faut un gros massacre juste avant ça. Mais là, la traversée va être effectivement d'une certaine façon assez pénible et pas très gratifiante. Il n'y a pas de victoire réellement à la fin. Mais par contre, comme tu le dis, oui, il n'y a pas de
il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de pensée négative. Il y a la tristesse, il y en a un peu. Il y a des moments un peu douloureux. Oui, mais il n'y a pas de pensée négative, comme tu dis. Il n'y a pas d'acharnement sur. Voilà, non, mais je cherchais l'autre mot, ni remords. Il n'y a pas de regret. Et pas regret non plus. Tu vois, il n'y a pas ce côté, comment dire. Enfin, effectivement, il ne règle pas de compte, il ne donne pas de bons points. Il suit la trajectoire de cette matière-là qu'il aime et que nous aimons. Et que effectivement, par contre, voilà, il est lucide, je trouve. Il est très lucide et il ne s'épargne pas, même s'il se met pas du tout en scène, mais il n'épargne pas le rock'n'roll. Mais je pense que même si c'est bien justement de se regarder en face et de voir tout ce qu'on a raté aussi. Quel est le moment où on échoue aussi. Et où ça ne va plus et tout. De la même façon que sur la trajectoire de Taxi Girl, c'est ça, c'est que comme tu dis, le moment où on comprend que ça y est, c'est la fin de carrière, c'est quasiment un suicide en direct sur cette émission de télé. Oui, il n'y a pas, tu te dis pas, oui, non, il fait du mal à Taxi Girl. Si t'es un fan de Taxi Girl, tu vas pas te dire, ah là, c'est dégueulasse ce que tu fais, t'aurais pas dû parler de ça ou ceci ou cela. Ah non, pas du tout, non. C'est justement, il a toujours la bonne distance et il y a toujours de l'amour qui transparaît là-dedans. Il montre juste comment les choses se passaient et comment à un moment, effectivement, certaines personnes n'arrivent pas à gérer trop de succès ou leurs démons intérieurs. En fait, oui. C'est ce qu'il fait, c'est un parallèle entre la trajectoire de Taxi Girl, même à son niveau, c'est comme la trajectoire du rock'n'roll. Oui. Et il y a un épilogue à cet épilogue, en fait, c'est que Benoît Sabatier, maintenant, il est réalisateur depuis quelques années. C'est ça, mais oui, on en avait parlé. Et alors, il est co-réalisateur, c'est-à-dire que tous les films qu'il fait, il les fait avec Marcia Romano. Marcia Romano, c'est une scénariste que le cinéma français utilise beaucoup parce que je sais pas quel rôle tiennent les gens sur les scénarios. Elle est rarement première scénariste sur les films, mais j'ai l'impression qu'elle doit être une excellente script doctor, comme on dit, parce qu'elle est, notamment, moi j'ai vu 20 dieux, là, qui est un film qui est sorti il y a un an ou deux, où le scénario est remarquable. Je pense qu'elle est précieuse dans le cinéma français actuel. Mais alors, ils réalisent leurs films tous les deux. Il y a des courts-métrages et je crois au moins 2 longs-métrages. Et j'ai vu le dernier. Alors, j'ai pas l'objet. Non, j'ai pas encore l'objet. Je suis même pas sûr qu'il soit sorti en... Si, il est sorti en DVD, mais il est pas facile à trouver, je peux te dire, parce que je l'ai un peu cherché là ces temps-ci. Tu m'étonnes. Mais alors, j'ai une affiche qui était distribuée à la sortie des cinémas. Ah ouais, alors, trop bien quand même. Ouais, mais ça, bon, là, on est dans l'audio, donc tu vas la décrire peut-être. Ah oui, donc alors c'est l'affiche de Photogénico. Donc oui, le film s'appelle Photogénico. C'est vrai que j'ai vu, et c'est toi qui me l'as rappelé, parce qu'en fait, je les ai vus tous les deux parler, présenter le film, ou je sais plus si toi peut-être tu m'avais envoyé un lien. Et j'ai été, je dois dire, très très touché par comment ils parlaient, comment ils présentaient leur truc. Et que effectivement, après, j'ai vu la bande-annonce du film. Et alors là, c'est le genre de film ovni. Tu te dis, ouais, peut-être que je vais pas aimer. Mais enfin, au moins, s'il y a encore des films français comme ça, bah, ça fait plaisir. Et c'est un peu sain parce que la production, disons, ambiante est quand même rapidement catastrophique. Et alors là, pour décrire l'affiche, ça va être compliqué. C'est une fausse pochette de disque. Ah oui, voilà. Qui contient un disque. Et la pochette elle-même serait l'assemblage de 9 pochettes de disques. Oui, on dirait presque comme des 45 tours. Et qui présentent les acteurs et actrices du film. Alors c'est très coloré. Il y a tout en haut de l'affiche, il y a effectivement le 33 tours qui sortirait de la pochette. Et après, on a un damier de 9 cases qui ferait comme 9 pochettes de disques. Alors c'est très coloré, il y a des styles très différents. En haut à gauche, ça commence par une jeune fille qui court, j'imagine. C'est Angèle Metzger qui est vraiment une actrice importante du film et puis qui est une révélation, je trouve, dans ce film-là, même si elle a fait d'autres choses avant. T'as Christophe Paou. Lui, c'est l'acteur l'acteur principal, on va dire. C'est-à-dire, en tout cas, c'est lui qui lance le récit. Et t'as Roxane Mesquida. Roxane Mesquida, qui est française, qui s'est fait naturaliser américaine récemment. Et ce que j'ai vu après, c'est que il y a aussi ils font, en tout cas, ce film, c'est aussi, ça se passe à Marseille. Alors moi je l'ai vu, donc je peux en parler un petit peu. Alors, je vais pas trop raconter l'histoire. L'histoire, c'est en gros, c'est un homme qui a une 50aine d'années et qui est à la recherche des traces de sa fille à Marseille, en fait. Sa fille a disparu, il la recherche et il va découvrir, entre autres, qu'elle jouait dans un groupe de filles de musique, et il va rencontrer son dealer aussi.
qu'on voit sur l'affiche. C'est John Arnold. Ouais. Mais au-delà de ça, en fait, sans l'avoir vu, tu as dit à peu près ce que je voulais en dire. C'est-à-dire que ce film, alors moi je l'ai aimé, mais je suis incapable de le défendre sur le fond, enfin sur la forme, je veux dire. C'est tellement, tu as dit OVNI, c'est tellement libre en fait. C'est tellement pas ce qu'on apprend dans les écoles de cinéma. Et en même temps, c'est cohérent. C'est-à-dire que déjà, il y a la manière de filmer Marseille. C'est pas le Marseille que tu vois au cinéma d'habitude. Et moi, je connais pas bien Marseille, mais je m'y suis reconnu tout de suite parce qu'ils filment aussi, tous les deux, là, ils filment des quartiers que je connais un peu. Mais alors, il y a des parties que je connais pas. Mais tu vois, c'est là je me dis, ouais, j'aimerais bien connaître cet aspect-là de Marseille. Mais alors, pas du tout dans le sens touristique, parce que c'est le Marseille de la nuit, c'est le Marseille des junkies, c'est le Marseille du côté punk rock, enfin post-punk. Mais c'est pas que ça, en fait, c'est qu'aussi le décor, il a un rôle vachement important dans l'histoire. C'est-à-dire que les gens qui en parlent racontent beaucoup ce qui se passe au début, que le personnage principal se retrouve en slip dans les rues de Marseille, de nuit, puis ça dure un moment, en fait, pas que de nuit, il y a toute une partie où il est en slip dans les rues. C'est vrai que l'image, elle est étonnante, mais au-delà de ce mec en slip, c'est une manière de naviguer dans la ville qui appartient pour moi alors à un certain cinéma indépendant. Moi, ça m'a rappelé un film new-yorkais qui s'appelle Downtown 81, dans lequel on voit Jean-Michel Basquiat, qui est vraiment de ces époques dont on a beaucoup parlé de New York, où il y avait ce côté, ouais, tu voyais un New York qui n'existait pas au cinéma. Ça m'a rappelé, puis ça j'ai lu après que c'était une de leurs influences, les films de la Movida espagnole, dont Almodovar est issu, mais il y a eu d'autres réalisateurs au tout début des années 80, là, quand le cinéma espagnol a enfin été un peu libre. Et le point commun, c'est pas seulement la liberté, c'est que c'est des films fauchés. Alors là, ils ont eu une prod, ils étaient en autoprod depuis le début. Sur Photogénico, ils ont eu une production. Le budget du film, c'est 400 000 euros. Pour les gens qui ne connaissent pas le cinéma, ça peut sembler beaucoup, c'est peanuts. Hein, pour faire un film, c'est rien du tout. Et pour eux, c'était un budget confortable, puisqu'ils avaient l'habitude de l'autoproduction, et surtout qu'ils revendiquent, c'est-à-dire qu'ils veulent garder cette liberté, et notamment Marcia Romano explique que on apprend à faire des scénarios, mais derrière aussi, les gens qui financent le cinéma, ils attendent des choses d'un scénario. Ils attendent une certaine structure, ils attendent des types de personnages, des arcs narratifs qu'on reconnaît. Enfin, moi, je connais un peu ce domaine-là. Oui, tout ça s'apprend, en fait, on apprend à formater un film. Et alors, c'est bien parce que ça évite de perdre du temps quand on ne sait pas comment structurer une histoire, etc. Mais ça a l'inconvénient, c'est que les produits, ils finissent par se ressembler un peu tous. Y compris dans le cinéma d'auteur. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs dans le cinéma français qui ont fait des écoles de cinéma, qui ont suivi des stages, des ateliers de scénario, etc. Et ils apprennent à peu près avec tous les mêmes livres, ou en tout cas les mêmes principes. Photogénico, c'est pas ça. Photogénico, c'est, même s'il y a une très bonne scénariste derrière, c'est tous les deux, ils réalisent un film avec cette énergie, avec ce souffle dont je parlais dans Culture Jeune. Et ce qui est bien, c'est que là, on n'est plus dans la théorie. C'est-à-dire que ce mec qui est critique, qui a fait sa vie en parlant des œuvres des autres, quand il fait du cinéma, il le fait avec la spontanéité de ce qu'il aime, j'imagine, dans le rock, quoi. Évidemment, ça parle de rock, ça parle de musique, mais c'est pas que pour ça. C'est parce qu'aussi, formellement, on a peur de rien, quoi. Oui, je crois qu'ils s'appuient sur l'élément important, c'est qu'ils, là encore, ils mettent leur trip sur la table, malgré le fait qu'ils soient certainement... elle peut maîtriser les arcanes des scénarios, lui il peut maîtriser peut-être un style d'écriture et tout, mais là ils se mettent certainement en danger en faisant un film en commun, et en le faisant avec un maximum de liberté. Alors la liberté, ça peut être tout aussi dangereux, et voilà, mais si à un moment ton propos il est sincère, je pense que faut se laisser guider par ça. Moi, le peu que j'ai vu, c'est ça qui a éclaboussé l'écran, quoi. C'est que tu te dis, ouais, d'accord, si je vais le voir, c'est sûr qu'il faut que je ne peux me préparer à rien, parce que je vais certainement, de toute façon, il va m'arriver un truc qui ne pourrait m'arriver que là. Et que ça ne sera pas dans une autre salle de cinéma avec un autre film. Oui, c'est ça. C'est quand tu sors de là, tu ne te demandes pas si c'est ton film préféré, en fait. Tu as juste envie que le cinéma ressemble à ça. Oui. C'est ça, en fait. Quoi. Et le cinéma est tout, en fait. Que les arts ressemblent à ça, gardent à la fois cette spontanéité, et en même temps, tout ça est très cohérent. C'est-à-dire qu'il y a un univers. La nana et le mec t'embarquent
dans leur univers, dans leur monde. Ouais. Et bon, voilà. Pour moi, ça m'a fait encore plus aimer le livre. C'est-à-dire, je me suis dit, voilà, je partais avec un a priori, Technicart, machin et tout. Le livre m'a amené là où j'étais très très heureux d'aller. Mais surtout, tout ça va dans le bon sens, quoi. Et bon, un type qui est pas jeune quand même. Marcia Romano, je ne sais pas quel âge elle a. Mais surtout, ça montre bien qu'il n'y a pas que l'âge aussi, quoi. Qu'il y a aussi arrivé à garder le cap, arriver à ne pas céder à ce truc, se dire ah bon, mais c'est ça que les gens ils veulent, donc on va faire ça. Il y a surtout un moment où tu as peut-être plus besoin, mais non, il faut garder cette énergie, quoi. Et puis ce sens de la transgression un peu, quoi. With a start he was awoken from the middle of a dream. He's making movies in his head that never will be seen. He's holding Oscar in his hands and kissing beauty queens. What might have been? What might have been when we were young? L'étagère, un podcast de Yann Jouvert et Christophe Bauer. Réalisation Yann Jouvert. La musique du générique est signée Off. Avec des extraits des chansons When We Were Young de Whipping Boy, Paris de Taxi Girl, The Campaign for Real Rock d'Edwin Collins et la bande-annonce de Photogénico de Marcia Romano et Benoît Sabatier. Retrouvez tous les épisodes de l'étagère sur vos plateformes habituelles. Vos commentaires, critiques et encouragements sont les bienvenus sur les Facebook et Instagram, l'étagère podcast.